Eh bien, salut tout le monde, c'est Nuit. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le thème des addictions et des psychédéliques. Alors déjà, faut savoir qu'il n'y a pas vraiment d'addiction aux psychédéliques, que ce soit d'addiction physique ou d'addiction psychologique, mais il y a quand même un potentiel d'abus. C'est-à-dire les psychédéliques eux-mêmes, ils sont potentiellement abusables, c'est-à-dire on peut prendre des doses trop élevées, trop souvent, mais il n'y a pas d'addiction en elle-même. La substance va plutôt elle-même vous repousser si vous commencez à en abuser, vous risquez de faire un bad trip ou un trip qui va vraiment vous donner envie de vous calmer sur la consommation. Mais l'idée, c'est pas vraiment ça. Aujourd'hui, on va parler de comment des molécules comme les LSD, les champis, l'ayahuasca, l'iboga, la kétamine peuvent, par exemple, aider à enlever des addictions. Alors déjà, il faut savoir qu'il y a de plus en plus d'études qui montrent que les psychédéliques peuvent aider pour l'anxiété, la dépression, les douleurs chroniques. Et il faut savoir que ces trois choses sont souvent les causes sous-jacentes de l'addiction. Parce qu'en général, quand quelqu'un se retrouve addict à quelque chose, c'est qu'il n'est pas bien dans sa vie. Du coup, on va d'abord parler des études, puis un petit peu de l'impact sur le cerveau, avant de vous raconter un peu mon expérience personnelle et d'autres expériences assez proches. Du coup, il y a une étude sur l'alcool qui a montré qu'après 2 doses de psilocybine, ils ont passé ça d'alcoolique et 8 mois après, ils ont vu que la moitié d'entre eux avaient complètement arrêté l'alcool, contre un quart d'entre eux dans le groupe placebo. Groupe placebo, c'est là où on leur donne rien, on leur donne de l'eau et du sucre, on leur dit c'est peut-être la dose, faites gaffe. Et ceux qui ont continué à consommer ont baissé leur consommation de 83%. Du coup, je vous laisserai toutes les études dont je parle, je vous les laisserai dans la description de la vidéo. Et voilà, du coup, c'est quand même quelque chose de fantastique, les chiffres qu'on nous donne par rapport aux chiffres du placebo, où par exemple, ils avaient baissé que de 50% leur consommation, ceux du groupe placebo. Une étude sur la cigarette. Ils ont donné 1 à 3 doses de psilocybine de 20 à 30 mg, c'est-à-dire de 2 à 3 grammes de champi approximativement. Au début, ils donnaient que une dose, et pour ceux qui n'arrêtaient pas directement après la première dose, ils leur donnaient la deuxième et puis la troisième dose. Ils ont vu que 6 mois après la consommation de la psilocybine, 80% d'entre eux étaient encore dans l'arrêt. Alors que d'après les chiffres de Wikipédia, les gens qui veulent arrêter sans aide la cigarette, il n'y a que 4 à 7% qui réussissent. Vous imaginez la galère. En plus, ils ont pris des gens qui étaient bien accros, qui fumaient en moyenne un paquet par jour depuis 31 ans, c'est-à-dire des gros fumeurs. Et ces gens-là ont quand même réussi à arrêter pour 80% d'entre eux, ce qui est énorme. Alors que vraiment 4 à 7%, c'est ridicule. Ça veut dire que sur une classe de 30 élèves, il y en a un seul, ou peut-être un deuxième s'il y a de la chance, qui arrête. C'est énorme. Il y a aussi une étude sur l'héroïne qui date d'il y a longtemps où ils donnaient une dose de LSD de 300 à 350 microgrammes, ce qui est énorme, hein. Ils donnaient des doses bien costauds à l'époque, bien balèzes les doses. Et voilà, et au bout d'un an, il y avait 33% qui n'avaient pas du tout retouché à l'héroïne ou aux opiacés. Vous allez vous dire, c'est pas beaucoup, mais comparé au groupe placebo, il n'y a que 5% dans le groupe placebo qui n'y ont pas retouché. Et il faut savoir que même au jour d'aujourd'hui, quand il y a les aides, on va dire, pour arrêter les opiacés, qui sont la famille de l'héroïne, le tramadol, la morphine, la codéine, il n'y a que 9% d'entre eux, au bout de 6 semaines, qui n'ont pas rechuté. Mais là, c'est des études, c'est des chiffres et c'est pas forcément des expériences personnelles. Mais avant de passer aux expériences personnelles, on va d'abord dire ce que ça fait sur le cerveau. Alors, il faut savoir que les psychédéliques, vont activer des zones neuronales qui n'ont jamais été connectées entre elles. C'est-à-dire, ici, imaginons qu'il y a des zones qui n'ont jamais été connectées entre elles, des chemins qui n'ont jamais été créés ou activés. Eh bien, ces chemins vont être créés et activés. Et justement, ce qui va se passer, comme dans la vidéo où je vous disais quelles questions se poser sous trip psychédélique, l'idée, c'est que vous allez peut-être comprendre pourquoi vous consommez, comprendre fondamentalement, au fond de vous, l'origine de la consommation. Et du coup, ça vient évidemment pourquoi il faut arrêter quand on comprend pourquoi on consomme. La plupart des gens sont juste dans une consommation routinière dans laquelle ils ne sont jamais vraiment posés, faire une introspection totale pour comprendre d'où ça venait, tout simplement. Il faut savoir que ça joue aussi sur les circuits de la sérotonine
Et il faut savoir que les dynamiques de la sérotonine sont liées au traitement de l'addiction parce que chez les addicts, en général, il y a des taux beaucoup plus bas de sérotonine. Et la sérotonine, c'est la molécule, on va dire, du bonheur, du bien-être, de la sensation de se sentir bien, tout simplement. Je me répète un peu. Mais voilà. Et il faut savoir que il y a beaucoup de récepteurs qui peuvent aussi être influencés par rapport à ça. Au niveau de l'afterglow, alors c'est quoi l'afterglow, vous allez me dire? L'afterglow, c'est les sensations que vous avez dans les jours, les semaines, les mois parfois qui suivent une expérience psychédélique. Et il faut savoir que cet afterglow, en général, vous vous sentez un peu plus léger et vous avez moins tendance à aller vers l'addiction. Je me rappelle que moi, par exemple, le DXM, c'est une molécule que j'apprécie, mais au final, le trip en lui-même, je le trouve pas forcément si intéressant que ça. Mais pour les curieux, il y a mon trip report que je vous laisse dans la description qui a été fait par Tripan sur ma première expérience au DXM pour les curieux. Mais il faut savoir que c'est l'afterglow qui m'a beaucoup intéressé. C'est-à-dire l'afterglow, c'est les effets qui suivent, comme on l'a dit. Et justement, après une prise de DXM, pendant 2 à 3 semaines, je trouve que je suis dans une situation où j'ai pas du tout envie de consommer quoi que ce soit. Je peux même, par exemple, faire des jeûnes ou des régimes et baisser même ma consommation de nourriture ou tout ce qui peut être addictif. On peut penser à tout, on peut penser à la pornographie, on peut penser aux substances, on peut penser à tellement de choses. Et voilà. Alors avant de vous raconter mon expérience personnelle, je vais vous raconter une expérience de China Cat. Du coup, China Cat, c'est de lui que j'avais parlé dans la vidéo des dump prints, des gens qui prennent plus de 50 000 microgrammes d'LSD. Du coup, pour les curieux, je vous laisse la vidéo juste ici. Et ce qui s'était passé, c'est ce China Cat, à une période de sa vie, il était accro à l'héroïne. Et à un moment, ses amis, ils n'en pouvaient plus. Et il avait un dernier ami qui était avec lui. Et il est resté avec lui lors de sa dernière consommation. Et il a vu qu'il était vraiment pas prêt à s'en détacher. Et ce qui se passe quand son ami il sort, quelques minutes après, il a l'impression d'être en trip complet, il comprend pas ce qui se passe, il a une sorte de bad énorme. Et ce qui s'était passé, c'est que son ami lui avait touché la main avec du LSD en poudre. Faut savoir qu'à l'époque, le LSD c'était beaucoup plus facile à trouver qu'aujourd'hui, et que juste du LSD en poudre qui vous touche, ça passe à travers la peau, et ça peut être très très intense. C'est-à-dire qu'Albert Hoffman, la première fois qu'il a senti les effets du LSD, c'est parce que ça lui a touché la main. Voilà. C'est-à-dire Albert Hoffman et le LSD, ils ne se seraient pas fait leur petit Ah, salut. Bah, on n'aurait pas eu le LSD aujourd'hui. Et ça, c'est choquant. Et ce qui s'est passé, c'est que dès qu'il a commencé à bader et tout, au bout d'un moment, il est sorti de sa chambre et là, il voit son ami qui l'attendait. Il a dit, écoute, je voyais pas d'autre solution, je sais que ça se fait pas vraiment, mais je me suis dit que si tu te tapais un trip énorme, tu allais réaliser ton addiction. Et il a commencé à pleurer, à avoir des émotions qui remontent, etc. Tout ce qu'il essayait d'annihiler, d'inhiber avec la substance est remonté. Et il l'a pris dans son camping-car, il l'a ramené dans la montagne et ils sont restés pendant 2 semaines dans la nature, etc. Juste le temps qu'il se désintoxifie totalement. Et ça lui a complètement changé sa vie. Et ça, c'est une histoire qui m'a beaucoup marqué quand je l'ai lu parce que moi aussi, j'étais accro aux opiacés. J'étais même un petit peu polytoxicomane, c'est-à-dire j'étais accro aux opiacés, à la cocaïne. Je consommais un petit peu de tout comme stimulant, du GHB, de l'alcool. Genre, je touchais un petit peu à tout. Et j'en avais fait une addiction où je consommais quasiment tous les jours différentes substances, mais principalement des opiacés. Et ce qui s'est passé, c'est que j'étais avec une amie à moi et j'étais en train de prendre du kratom. À ce moment-là, j'utilisais le kratom pour arrêter le tramadol, qui est un substitut un peu moins puissant. Pour les curieux, peut-être je vous ferai une vidéo sur le kratom, s'il y a des gens qui sont curieux d'en savoir plus. Et ce qui s'est passé, c'est qu'au bout d'un moment, elle est venue, elle m'a posé un timbre devant moi, elle m'a dit, on va voir comment tu réagis. Et au début, je me suis posé devant le timbre, j'ai réfléchi, je me suis dit, écoute, les psychédéliques, ils ont un intérêt dans l'arrêt des substances. Si je me fais la promesse d'arrêter après ce trip, je suis prêt à triper. J'ai pris 150 microgrammes d'LSD avec, je pense, 20 à 25 milligrammes de 2CB. Quand c'est monté au début, j'avais encore les effets du kratom. Du coup, c'est monté, je me sentais incroyablement bien. Et dès que les effets du kratom sont redescendus, c'était vraiment lourd, douloureux, mais je sentais que je pouvais passer à travers. Je me rappelle, j'avais mes doigts un peu comme ça en fusil. J'avais l'impression que je voyais comment je balançais des doses de kratom et d'opiacés dans mon corps tout le temps, comme si j'avais un gun et que je l'utilisais et je rechargeais à chaque fois que je redosais et que je m'abîmais. Je me sentais vraiment comme une vieille voiture, comme un vieux truc usé, fatigué, qui n'en pouvait plus.
Et voilà, et je pense que ce trip m'a vraiment complètement fait passer au-dessus. Depuis, j'ai pas du tout retouché d'opiacés à part les fois où je tombe sur du pain au pavot. Il faut savoir que les pains au pavot, il y a vraiment du pavot dedans et ça vous défonce vraiment. En tout cas, quand vous avez un passif avec les opiacés. Et voilà. Et même, j'ai pas retouché après à la cocaïne, ni aux stimulants, ni à toutes les drogues que je considérais nocives pour ma personne, qui sont addictives et qui pour moi ne font pas partie de la trilogie des trois familles qui pour moi ont un intérêt thérapeutique, qui sont les empathogènes, les dissociatifs et les psychédéliques classiques. Des fois, on met un peu les empathogènes et les dissociatifs dans la famille des psychédéliques, mais c'est pas vraiment des psychédéliques, ils sont juste un petit peu proches et vu qu'ils ont un intérêt thérapeutique, on les met dedans. Sinon, j'avais aussi fait un trip au cactus pour arrêter la cigarette, du coup le San Pedro, le Huachuma, pour ceux qui connaissent, c'est de la mescaline en termes de molécules. Et ce qui s'était passé à ce moment-là, je fumais un peu plus d'un demi-paquet par jour. Et quand les effets ont commencé à monter, j'avais juste envie de fumer. Je me disais, tu vas pas juste penser à la prochaine cigarette. Tu sais que tu vas te retrouver à fumer un moment. T'es pas encore prêt à faire l'arrêt net. Du coup, essaie de voir ce qu'il y a derrière. Et c'est ça qui était très intéressant, c'était de voir les traumas sous-jacents. Parce qu'au final, qu'est-ce qui va faire? Vous allez venir, vous allez vous allumer une clope comme ça va être plein de stimuli dans votre cerveau, le stress qui monte, le niveau d'anxiété qui monte et vous voulez le faire baisser. Mais ces stimuli à la base, ils sont déjà là de par de traumatisme. Vous avez eu de la peur, vous êtes crispé comme ça. Et du coup, le fait de plonger à l'intérieur de moi, j'ai plongé profondément. Je voyais même des traumatismes ancestraux. J'ai l'impression que j'avais accès aux traumas de mes ancêtres, etc., de partir très profondément. Et ça a fait que pendant plusieurs heures, j'ai pas touché la cigarette. Et je me rappelle quand je suis allé fumer, mais je me sentais tellement mal. J'étais en train de trembler, j'avais froid, j'étais comme ça, j'arrivais pas à finir la clope. Ça avait un goût dégueu, je me sentais trop mal. J'ai l'impression qu'il y avait des couches qui partaient, qui se collaient à moi. Et je me suis dit, ça m'a vraiment dégoûté. Genre, à ce moment-là, j'étais convaincu que je voulais arrêter. Et même si j'arrivais pas à arrêter directement, ça y est, c'était ancré en moi. À partir de là, ce qui m'a aidé après le trip, j'ai pas baissé directement, mais au bout d'une semaine, je suis passé de peut-être 15 cigarettes par jour à peut-être 5, 6. Et après, ce que j'ai commencé à faire, c'est à faire des microdoses de champi. Je pense que cette méthode, elle est très bien. En tout cas, pour moi, elle a marché. Ce qui est de faire un gros trip et puis de gérer avec des microdoses jusqu'à qu'on arrête. C'est-à-dire, le trip permet de vraiment se mettre face à la réalisation, le besoin d'arrêter, la compréhension du pourquoi, du comment. Et les microdoses permettent d'aider au quotidien en étant un peu plus détaché, etc. C'est-à-dire qu'avec les microdoses de champi ou des petites doses, des fois je montais jusqu'à 1 gramme, etc. J'allais pas très haut, mais c'était plus fort que des microdoses. Je pouvais me poser comme ça dans la nature, en train de méditer, je pouvais faire des marches, je pouvais un petit peu lâcher. Et à ce moment-là, je commençais déjà à fumer beaucoup moins. Je fumais une demi-cigarette, j'ai arrêté. Des fois, j'étais à moins de une cigarette par jour, mais il me fallait quand même les quelques tafs pour tenir. Et au fur et à mesure, j'ai arrêté complètement et je m'en suis complètement détaché. Et je pense que ce qui a joué, c'est aussi bien mon gros trip au cactus que les microdoses de champi. Voilà, voilà. Là, je vais parler du trip d'une amie à moi qui était accro au crack et à l'alcool. Elle était alcoolique depuis plusieurs années déjà, mais elle avait commencé le crack il y a quelques mois et de manière très intensive. Et quand je l'ai vue, elle allait vraiment pas bien. Elle perdait des cheveux, elle avait le teint terne, elle était vraiment au bout de sa vie. Et je me rappelle que j'avais ramené un mélange de 2CB et de Mxipr. C'est quoi Mxipr? C'est un dissociatif de synthèse qui agit un petit peu comme la kétamine. Le 2CB, c'est un psychédélique doux qui dure pas très longtemps. Et du coup, on avait consommé tous les deux en sniff. Moi, j'étais un petit peu son trip sitter, je consommais un peu moins qu'elle. Et pendant le trip, elle a pu entièrement se lâcher, elle a commencé à pleurer, elle a commencé à vomir, elle a commencé à tout libérer. Et à un moment, elle me disait, mais c'est ça en fait, c'est ça, genre c'est vraiment ça, au final, la mort de l'ego. Elle essayait de comprendre comment elle pouvait être détachée et tout. Et à ce moment-là, elle a complètement compris son addiction, d'où ça venait. Genre, elle était en couple avec quelqu'un qui était complètement accro au crack et elle était tombée dedans dans le but de vouloir l'aider à en sortir lui. Elle s'est rendue compte que ça avait aucun sens. Et voilà, après, elle n'a pas du tout retouché au crack pendant une très longue période, je pense plus d'une année ou peut-être 2 années avant je pense elle a rechuté un peu avant d'en ressortir. Mais justement, quand tu sors une année ou deux, après justement, c'est que l'environnement qui joue. Si tu es dans un environnement avec des gens qui consomment telle ou telle substance, c'est très facile de consommer. C'est pas facile, par exemple, pour un accro au cannabis, de rester tous les jours avec des gens qui font fumer joint sur joint. Voilà, voilà.
Et pour l'alcool, bah, elle a beaucoup baissé sa consommation. Elle est arrivée à des niveaux, elle consommait tellement d'alcool que ça lui arrivait de vomir et qu'il y avait du sang qui sortait dans son vomi. Et elle s'est retrouvée elle n'a pas arrêté complètement l'alcool, mais à consommer moins, ne pas consommer tous les jours, à ne pas consommer jusqu'à le chaos technique. Voilà, voilà les amis. Du coup, c'est un petit peu tout ce que j'avais à vous dire sur ma vidéo sur les addictions et les psychédéliques. Je vous laisse dans la description toutes les études dont on a parlé, les vidéos que j'ai pu citer, la vidéo DXM Café Tripant qui est très intéressante, je vous invite à la voir. Et sinon les amis, je vous laisse juste ici ma vidéo addiction à la cocaïne, juste ici ma vidéo addiction au tramadol. Je vous souhaite vraiment de faire attention et de ne pas tomber addict à telle ou telle substance. Et je ne vous incite pas ou pas à consommer des psychédéliques pour vous en défaire. C'est des décisions personnelles. Hasta la vista.